Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne la loi de Raoul. On a vu déjà toutes les lois, donc première loi, deuxième loi et composition de la phase vapeur. Il existe, cette dernière petite capsule va juste distinguer entre ce qu'on retrouve théoriquement, donc par calcul, et ce qu'on retrouve réellement, donc au laboratoire. Donc des fois, il y a des petites différences. On va expliquer pourquoi. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent concernant les lois de Raoul, là, première, deuxième et composition, c'est des calculs théoriques. Donc, on s'attend normalement à voir ces valeurs-là. En réalité, au laboratoire, ben, on peut voir que les pressions peuvent être différentes. Donc, la pression peut être plus grande que celle qu'on a calculée ou la pression peut être plus petite que celle qu'on a calculée. Donc, des fois, il y a des petites différences entre la théorie et la pratique. Et on va expliquer dans cette capsule-ci d'où viennent ces différences-là. Donc, voici la petite présentation qui ne devrait pas être très longue. Donc, toujours dans la section 2.4, on est maintenant dans les déviations à la loi de Raoul. Donc, lorsque la loi de Raoul n'est pas respectée. Donc, gardez l'idée là, que ce que vous faites par calcul, là, c'est toujours la valeur théorique. Euh, Lorsqu'on parle de pression réelle, ben, c'est une pression qu'on va voir au laboratoire. Donc, la pression réelle, faut que nous, on vous la donne dans un examen. Vous ne pouvez pas la calculer, là. Donc, tout ce que vous calculez, c'est théorique. Tout ce qui est réel, c'est expérimental. Donc, faire attention aux termes là, dans les questions. Des fois, on parle de pression théorique, des fois, on parle de pression réelle. Donc, on se rappelle d'une capsule précédente qu'une solution idéale, c'est quoi? Donc, c'est lorsque vos interactions, ici, vous voyez que les petits pointillés, soluté-soluté, les interactions solvant-solvant sont à peu près équivalentes. Et lorsque vous faites le mélange de ces deux choses-là, ben, vous vous retrouvez avec une solution avec des interactions qui sont similaires. Donc ça, c'est la définition d'une solution idéale. C'est que les interactions que vous aviez avant le mélange sont à peu près les mêmes que les interactions que vous avez après le mélange. Et les lois de Raoul, donc les premières et deuxième lois qu'on a vues, sont basées sur ce principe-là. Donc on suppose à la base que les interactions avant et les interactions après sont sensiblement les mêmes ou à peu près identiques. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Donc, oui, ça peut être pareil, mais ça peut être différent. Donc, les interactions après peuvent être plus grandes qu'avant, ou au contraire, les interactions après peuvent être plus petites que ce qu'on avait avant. Donc, c'est les cas qu'on va voir ici. Petit rappel concernant l'enthalpie. Donc, on se rappelle que lorsqu'on veut passer de soluté-solvant séparé à solution ensemble, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit briser des liens ici, on doit briser des liens ici, et on doit créer de nouveaux liens par la suite. Et on a vu que briser des liens, c'était endothermique, donc delta H positif. Briser des liens, c'était aussi endothermique, donc delta H positif. Et créer de nouveaux liens, c'était exothermique, donc delta H négatif. Et dans une solution idéale, ben, on considère que tout ce que vous avez à briser comme liaison est à peu près équivalent à ce que vous formez par la suite. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Je vais l'expliquer après. Possibilité. Donc, ce que vous brisez est à peu près égal à ce que vous formez. Donc, à ce moment-là, la pression que vous allez calculer en théorie va correspondre à la pression que vous allez avoir au laboratoire. Donc, la théorie suppose ça ici, que soluté, soluté, solvant, solvant, soluté, solvant, c'est à peu près pareil. Donc, ce que vous obtiendriez normalement par calcul va se vérifier au laboratoire. Donc, c'est un cas où la pression que va mesurer en réalité va être à peu près égale à la pression théorique. Donc, exemple, vous faites un calcul, vous vous rendez compte que, d'après vos calculs, votre pression devrait être de, je ne sais pas, 90 kPa. Vous arrivez au laboratoire, vous obtenez 90,2 kPa. C'est sensiblement la même chose. Donc, votre pression réelle, donc expérimentale, correspond sensiblement à la pression théorique. Donc, sensiblement, là, je sais que je vais avoir des questions. Donc, on va s'organiser dans un examen là, pour que la différence soit suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas de questions. Là, en théorie, vous avez 90, puis en pratique, vous avez 250. Mais là, vous voyez que ce n'est pas pareil. Et si vous êtes sur la même ordre de grandeur, là, 90, 91, 89, là, on va dire que c'est à peu près pareil. Donc, dans une solution idéale, ce qui est important de retenir, c'est que ce que vous allez calculer, donc théorique, va correspondre à ce que vous allez mesurer au laboratoire, donc ce qui est réel ou expérimental.
Donc, théorique, c'est toujours ce que vous obtenez par calcul selon la loi de Raoult. Donc, schématiquement, comment on représente ça? Donc, votre pression calculée par la loi de Raoult a à peu près le même vecteur. Donc, c'est comme si vos molécules s'échappaient avec la même force en théorie qu'en pratique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une solution idéale. Et comme les interactions soluté-soluté, solvant-solvant sont sensiblement les mêmes que soluté-solvant, en termes d'énergie, l'énergie que je libère après est sensiblement la même que ce que je donne pour briser mes liaisons, de sorte que l'enthalpie de dissolution est à peu près de zéro. Donc, c'est pas, voyons, endothermique, c'est pas exothermique. Dans une solution idéale, l'enthalpie de dissolution est de zéro, parce que les liens brisés correspondent aux liens formés. Donc, si vous avez une idée générale de la solution idéale, les pressions théoriques expérimentales sont pareilles, les liens brisés et les liens formés sont pareils, et globalement, il n'y a pas d'absorption d'énergie et il n'y a pas d'émission d'énergie. En pratique, ce n'est pas toujours ça. Il peut y avoir ce qu'on appelle une déviation négative à la loi de Raoult, dans le sens où vous avez des liens ici qui doivent être brisés, vous avez des liens ici qui doivent être brisés, mais globalement, ici, vous devez former des liens, donc vous recevez plus d'énergie, parce qu'ici, c'est un exothermique, donc vous recevez beaucoup d'énergie par rapport à ce que vous avez donné au début. Donc, pourquoi on appelle ça une déviation négative? Parce qu'on s'attend à ce que les liens soient pareils. En réalité, vos liens sont plus forts. Donc, imaginez que vos aimants là, sont plus retenus que ce que vous aviez anticipé. Donc, vous attendiez que la force ici qui retienne après soit sensiblement la même qu'avant. On voit que les aimants sont plus retenus après que ce que vous aviez prévu. Donc, vos molécules vont avoir tendance à moins s'évaporer, à moins s'échapper de la solution. Donc, c'est comme si la pression expérimentale réelle est plus petite que la pression théorique. Donc, vous attendiez à ce que les liens soient pareils. Vos liens sont plus forts, donc vos molécules sont plus retenues ensemble, donc s'évaporent moins. On se rappelle que la pression théorique, c'est celle qui est prévue par la loi de Raoult. Donc, si on met ça avec des petits vecteurs, donc vous attendez à cette pression-là. En pratique, vos molécules vont moins sortir parce qu'ils sont plus retenus ensemble. Donc, ça, c'est la valeur expérimentale. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une déviation négative à la loi de Raoult, parce que la pression réelle est plus petite que la pression théorique. Comment on explique ça? C'est parce que vos molécules sont plus retenues que ce qu'on avait anticipé. Donc, dans la loi de Raoult, là, on anticipe toujours que c'est les mêmes forces après qu'avant. Dans ce cas-ci, les forces sont plus grandes. Donc, ça va être une déviation négative. En termes d'énergie, l'énergie pour briser mes liaisons est plus petite que ce que je vais recevoir lorsque je vais les mélanger ensemble. Donc, delta H1 plus delta H2 va être plus petit que mon delta H3. Comme mon delta H3 il est négatif, puis delta H1, delta H2 est positif, bien, globalement, ça va être une réaction qui va être exothermique. Donc, mon delta H va être négatif parce que je vais recevoir plus d'énergie après que ce que je vais donner avant. Il peut se passer le contraire. Donc là, j'ai exagéré. Donc, on imagine un cas où vous devez briser des liens. Vous devez briser des liens. Puis ici, il n'y a presque pas de lien ou il n'y en a même pas du tout. Donc, j'ai exagéré. Là, il n'y a pas de lien après. Donc, c'est un cas où vos molécules vont s'échapper plus que prévu. Donc, on s'attend à ce qu'ils soient retenus de la même façon avant qu'après. On voit ici qu'ils sont moins retenus. Ils ne sont même pas retenus du tout dans l'exemple. Donc, c'est comme si vos molécules là, vont partir beaucoup plus librement que ce que on s'attend dans la loi de Raoult. Donc, c'est un cas où la pression expérimentale va être plus grande que celle attendue, donc celle qui est théorique. Celle qui est théorique, c'est toujours celle calculée par la loi de Raoult. Donc, schématiquement, on s'attend à ça si vos liaisons étaient pareilles après puis avant. Comme vos liaisons ici, il n'y en a pas, ou presque pas, vos molécules vont sortir plus du liquide. Donc, j'ai exagéré ici. Niveau expérimental, vos molécules sortent plus, donc votre pression expérimentale plus grande que la pression théorique.
Et donc, je répète, on s'attendrait normalement à ce que les liens qui sont ici soient les mêmes après, mais là, vous voyez, il n'y en a pas de lien. Donc, ce qu'on s'attend, c'est ce qui est en mauve. Donc, si les liens étaient pareils, comme les liens sont plus faibles ou absents, bien, ils vont s'échapper plus. Donc, ma pression expérimentale va être plus grande. En termes d'énergie, ça veut dire que ici, je brise des liens, ici, je brise des liens, puis ici, je reçois presque rien, ou même rien du tout. Donc, ça veut dire que je dois donner plus d'énergie que je vais en recevoir. Donc, ça veut dire que mon delta H1 plus mon delta H2 il est plus grand que mon delta H3. Donc, ça veut dire que globalement, ça va être une mise en solution qui va être endothermique parce que je dois donner plus d'énergie que je vais en recevoir. Donc, c'est ce qu'on appelle une déviation positive à la loi de Raoult parce que ce que j'observe en réalité est plus grand que ce que je m'attends en théorie. Donc, on va faire un exemple. Donc, il y a beaucoup de texte là. Donc, on vous dit que vous avez une solution qui est un mélange d'acétone et de méthanol. On vous dit que la pression de vapeur de cette solution est de 25,15 selon la loi de Raoult. Donc, en théorie, c'est 25,15. On vous dit qu'au labo, donc en réalité, on mesure 21,5. Donc, on veut savoir, est-ce que c'est une solution idéale? Est-ce que c'est une déviation positive ou négative à la loi de Raoult? Et comment on explique ce changement-là? Donc, vous avez deux pressions. Donc, c'est important de faire la distinction. Donc, vous avez une pression qui est théorique, qui est en violet ici, 25,15. Vous avez une pression réelle ou expérimentale qui est 21,5. Donc, on voit que la réalité est plus petite que la théorie. Donc, c'est une déviation négative à la loi de Raoult. Donc, je suis plus petit que à quoi je m'attends. Donc, comment on va expliquer ça? Donc, c'est le schéma qui est ici. Donc, en théorie, ça devrait être ça. Donc, les liens au début, les liens à la fin devraient être pareils. C'est ce qu'on appelle une solution idéale. C'est pas ça que j'ai dans le problème. Dans le problème, j'ai une pression expérimentale qui est plus petite que la théorie. Donc, comment j'explique ça? Donc, ça veut dire que mes molécules vont sortir moins que ce à quoi je m'attends. Donc, comment ils vont sortir moins? Mais ça veut dire que, c'est ce que j'ai représenté ici, là, ma pression expérimentale est plus petite que la pression théorique. Comment j'explique ça? C'est parce que mes liens sont plus forts que prévu. Donc, j'avais anticipé qu'ils étaient pareils. Ils vont être plus forts. Donc, c'est pour ça que ma pression expérimentale est plus petite. Donc, qu'est-ce que ça implique au niveau énergétique? Mais ça veut dire que mes liaisons après sont plus grandes que ce que j'avais avant. Donc, briser des liens va me donner moins d'énergie que ce que je vais former après. Donc, globalement, ça va être une mise en solution qui va être exothermique. Donc, je vais recevoir de l'énergie lorsque je vais faire cette mise en solution-là, parce que la pression réelle est plus petite que la pression théorique. Donc, ça conclut le volet sur les lois de Raoult. Donc, encore une fois, là, faites attention aux termes. Donc, vérifiez dans les énoncés si on parle de pression théorique, de pression calculée, c'est la même chose. Si on parle de pression expérimentale ou de pression réelle, c'est la même chose aussi. Donc, faire la distinction entre ce qui est calculé et ce qui est réel. Dans les lois de Raoult, on utilise toujours les pressions théoriques et au laboratoire, c'est les pressions qui sont réelles. Si jamais les deux sont les mêmes, c'est là qu'on parle de solution idéale. Si jamais il y a une différence, ben on va dire qu'il y a une déviation qui est soit positive ou négative à la loi de Raoult. Donc, ça conclut cette section-ci. On se retrouve dans une prochaine capsule avec des propriétés colligatives. Donc, on va voir c'est quoi l'impact de ce qu'on vient de voir sur température d'ébullition, la température de congélation et la pression osmotique. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.